Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle édition d'information dont voici le sommaire. Rentrée académique 2020-2021 dans les universités du Bénin. À quelques semaines de cette rentrée, le Conseil national pour l'emploi des jeunes sensibilise les nouveaux bacheliers sur le choix de leur formation universitaire. Plus de détails dans un instant. Le monde se numérise à grande vitesse et pourtant le papier résiste encore au digital dans plusieurs secteurs d'activité. Le numérique et le papier, deux alliés du XXIe siècle. C'est un reportage à suivre. Dessiner n'est pas seulement faire des graffitis. Le dessin a également une dimension artistique et peut même contribuer à redorer l'image culturelle du Bénin. Constantin Adaja, dessinateur, nous donnera plus de détails. C'est bientôt la rentrée dans les universités nationales du Bénin. Les nouveaux bacheliers, face à la multiplicité de filières, ont encore du mal à se décider. Et pour les y aider, une journée d'orientation s'est tenue lundi dernier à Cotonou sur les formations entreprenantes. Organisée par le Conseil national pour l'emploi des jeunes, cette activité entend aider les nouveaux bacheliers et même les jeunes en quête d'emploi à bien s'orienter pour éviter de se retrouver au chômage. Les précisions avec Daniel Sousa. Ou vous êtes dans le jeu ou vous n'êtes pas dedans. Attentifs et concentrés, ces nouveaux bacheliers et jeunes en quête d'emploi sont intéressés par ces notions d'orientation sur les formations entreprenantes. Prenez-vous en charge. C'est très important. Il s'agit ici d'aider ces jeunes à opter pour l'auto-emploi ou les métiers porteurs d'avenir en réduisant le taux de chômage. L'initiative émane du Conseil national pour l'emploi des jeunes, CONEJ. Vous n'êtes pas sans savoir que dans notre pays, le taux de chômage avoisine plus de 80%. Vu que nous avions des nouveaux bacheliers, nos jeunes frères qui viennent d'avoir le bac, nous avons trouvé urgent qu'il faut les orienter vers les filières porteuses d'avenir. L'entrepreneuriat devient donc la panacée pour pallier le manque d'emploi après l'obtention du diplôme. Seule solution, changer la mentalité de la jeune génération et prioriser les formations entreprenantes au détriment des diplômes. Toutes les formations qui concourent à l'entrepreneuriat permettent aux jeunes de ne pas être au chômage et ce qui va permettre au pays de décoller aussi, puisque c'est en créant des entreprises que les pays peuvent décoller. Les gens excellent par les emplois qu'ils créent et non pas les diplômes. Nous sommes dans un système francophone où l'accent est mis sur les diplômes au lieu de faire quelque chose avec sa main ou avec sa tête. Nous avons dit simplement aux jeunes de changer de mentalité. Et je dis que l'avenir n'est pas à ceux qui ont uniquement un diplôme, mais l'avenir à ceux qui ont un diplôme accompagné de ceux qui savent faire quelque chose. Le meilleur moyen d'assurer son avenir est donc de s'adapter aux difficultés liées au marché de l'emploi. Pour ceux-là qui ont eu la chance de participer à cette formation, ils ne peuvent plus dire aujourd'hui qu'avec leur diplôme, qu'ils vont attendre que l'État providentiel organise un concours avant qu'ils ne disent « bon, je veux travailler ». Nous avions aussi retenu que parallèlement à nos études, nous pouvions également apprendre d'autres métiers qui quand même demain peuvent nous permettre, en attendant que nous nous mettions à notre propre compte, que nous profitons quand même de ce métier que nous avons appris pour gagner notre vie facilement. L'entrepreneuriat est donc la porte de sortie salutaire pour lutter contre le chômage et une option de carrière pour les jeunes demandeurs d'emploi. On parle du papier, un intrant qui résiste au numérique dans un monde de plus en plus numérisé. Malgré l'avènement du digital et ses usages, le papier garde toujours sa place dans les habitudes, notamment dans nos administrations. Les précisions dans ce reportage. 398 millions de tonnes de papier sont consommées dans le monde chaque année. Et ce n'est pas tout. Selon le magazine The Economist, ce sont près de 15 000 milliards de feuilles qui sont imprimées via les imprimantes chaque année. Au Bénin, un employé imprime en moyenne 28 pages par jour. Ces statistiques impressionnantes correspondent bien entendu à une moyenne. Le papier a été utilisé pendant plusieurs années comme un support indispensable pour la diffusion et la transcription des données. Certaines sociétés continuent
C'est un peu difficile aujourd'hui pour nous de travailler sans papier. Une société qui n'utilise pas de papier, c'est un peu comme une société qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas d'archives. Donc aujourd'hui, le papier est très indispensable pour nous. Nous sommes dans une activité où nous faisons les appels d'offres. Et pour les appels d'offres, il faut obligatoirement déposer les dossiers sur support papier. Donc nous tournons autour de 70 à 75 rames par mois. Néanmoins, il existe quelques astuces pour réduire la consommation de papier au sein d'une entreprise. Au niveau de la poste, les marchandises qui y est, d'abord, il faut du papier. Les clients doivent envoyer la lettre au fournisseur qui va envoyer maintenant un certain nombre de catalogues, de grands catalogues, dont les catalogues les redoutes, qu'on ne reçoit plus. Donc aujourd'hui, le client va directement, il se connecte, il fait sa commande et il fait le mandat électronique et après ce n'est que le colis qu'on reçoit ici. Donc déjà, ça fait déjà un effort pour diminuer le papier. Aujourd'hui, nous sommes à l'aide du numérique et avec l'internet, vous pouvez envoyer, recevoir des fichiers numériques dont l'utilisation est très facile, même plus facile que le papier. Donc nous sommes en train de mettre en place certaines dispositions pour pouvoir venir là. Bien vrai que ça coûte un peu pour la société, mais nous n'avons pas le choix aujourd'hui. Réduire sa consommation signifie moins de papier, moins d'imprimantes à maintenir en fonctionnement et moins de cartouches d'encre à jeter. À l'heure du réchauffement climatique, la dématérialisation de documents est la solution pour pallier cette problématique. Nous parlons à présent du dessin. Le dessin est défini comme une représentation d'objets, de personnages ou de paysages. J'y arrive. Il existe sa forme simple, mais il peut aussi prendre des dimensions artistiques et culturelles. Dans l'extrait que je vous invite à suivre, Constantin Adadja, il est un dessinateur et nous parle plus amplement de ce que le dessin peut apporter à l'image culturelle du Bénin. Dessiner devient un art quand le simple dessinateur décide de s'exprimer, décide de donner, d'apporter sa vision du monde. Et à travers une œuvre, et l'œuvre doit avoir des caractéristiques d'originalité, c'est-à-dire l'œuvre doit être originale et l'œuvre doit être unique. Donc le simple dessin qui est des gribouillis et autres, devient un art quand l'artiste singularise cela. Depuis toujours, le dessin n'est pas très connu en tant qu'art. Le dessin, disons, est un peu ignoré. Mais depuis quelques années, ça commence par petit à petit évoluer. Beaucoup de jeunes s'affirment aujourd'hui en tant que dessinateurs. Non seulement ils le font, mais aussi ils essaient quand même de se montrer, d'attirer la lumière vers eux et faire en sorte que cet art qu'est le dessin maintenant aujourd'hui soit reconnu et que cet art soit, disons, mis à la place qu'on lui doit. Voilà. Bon, nous avons différents types de dessins. Nous avons la caricature, nous avons la bande dessinée, nous avons l'illustration, nous avons les tatoueurs, nous avons la graffiti. Le dessin fait déjà beaucoup pour l'image culturelle, à travers déjà les décors, à travers les bas-reliefs, à travers tout ce qu'on peut trouver dans la ville comme images et autres. Et aujourd'hui, le dessin peut apporter beaucoup parce que c'est le dessin qui illustre tout ce qui est événement, tout ce qu'on décide de transcrire en images, c'est le dessin qui le fait. Et le dessin apporte aussi beaucoup à travers des motifs, à travers la création, le design et autres. Donc le dessin apporte beaucoup à l'image culturelle du Bénin. Hors de nos frontières, à présent, la pandémie du coronavirus a eu des effets dévastateurs sur l'industrie du tourisme en Afrique. Les îles Seychelles ont fermé leurs frontières en masse pour empêcher la propagation des virus. Des centaines de personnes ont perdu leurs emplois et la roupie seychelloise, la monnaie locale, a perdu plus de 40% de sa valeur par rapport aux devises étrangères. Comme pour les îles Seychelles, le tourisme en Ouganda ne faisait
que croître ces dernières années. Mais les restrictions de voyages internationaux ont entraîné une chute des revenus dans le secteur du tourisme. Et des centaines de personnes se sont retrouvées au chômage dans une industrie qui emploie près de 700 000 Ougandais. On parle toujours de la Covid-19, mais cette fois-ci, direction le Brésil. Une kinésithérapeute soigne gratuitement les habitants pauvres de Alemão, une banlieue de Rio de Janeiro. La spécialiste voit défiler de nombreux patients avec des séquelles de la Covid-19. Les précisions dans ce reportage. En banlieue nord de Rio, le complexe de favela de l'Alemão n'a pas été épargné par la pandémie. Dans ce labyrinthe de ruelles, le virus y circule toujours. Depuis 2 mois, Monica, kinésithérapeute, a repris du service. À peine arrivée dans son centre de rééducation, déjà ses premiers patients l'attendent. Mais les habitudes ont changé. La première procédure, c'est de vérifier la température et après, s'hygiéniser les mains. Cette femme était suivie pour une simple lésion au genou, mais souffre aujourd'hui de difficultés respiratoires. Jamais diagnostiquée, elle a eu des symptômes caractéristiques du Covid il y a plusieurs mois. Beaucoup de douleurs dans le corps. Je ne mangeais rien du tout. Je devais prendre appui pour marcher. Et Monica le constate depuis des mois, ces symptômes ne s'en vont pas toujours avec le temps. De la fatigue musculaire, de la faiblesse, des difficultés respiratoires, personne ne parle des séquelles du Covid. J'étudie cela depuis le mois de mars. Je savais déjà que cela allait nous tomber dessus. Personne ne rentre dans les favelas, personne ne s'en occupe. 120 patients avec ce type de séquelles attendent d'être soignés. C'est pourquoi Monica veut créer pour eux un espace dédié. Ça, c'est l'espace post-Covid pour les habitants de la favela, mais il n'est pas encore prêt par manque de moyens. Le centre de Monica vit uniquement de dons et les normes sanitaires liées au Covid ont encore fait augmenter les coûts. Sans ressources, il pourrait fermer. Comme pour cette femme atteinte de la maladie de Parkinson, il est pour beaucoup le seul lien à la médecine. Elle a toujours du mal à respirer. Je pense que ce serait bien de l'emmener à l'hôpital. Dans cette favela, les habitants peuvent se faire tester gratuitement depuis une semaine. Pour l'instant, un quart des résultats sont positifs. C'est la fin de cette édition d'information que vous pouvez retrouver en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.